RMC, le grand oral des grandes gueules. Bonjour Bilal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez au Stade de France le soir du drame. Vous êtes aujourd'hui en fauteuil roulant. Vous êtes à la fois un rescapé, un combattant ? Un rescapé, oui. Avoir échappé à ce drame et celui de mon fils, je me sens rescapé. De l'autre côté, le combat continue, parce que c'est un combat permanent, à la fois de se reconstruire, de se remettre debout, d'essayer de retrouver cette dignité perdue, mais de l'autre côté aussi se dire que on a ce devoir de mémoire, cette obligation au devoir de mémoire pour ceux qui sont décédés, qui sont partis dans ces attentats. J'ai une pensée pour Ludovic, qui est décédé aux Terrasses, qui est un cousin éloigné, mais aussi pour toutes ces victimes du Bataclan, des Terrasses, celle de Nice, celle de Saint-Étienne-la-Rouvray, je crois que, et ces victimes du 48 rue de la République. Je crois qu'il est important, à la fois pour moi, et c'est ce que je ressens, de continuer à mener le combat d'une certaine manière. On va rappeler que vous avez été donc grièvement blessé aux abords du Stade de France. C'est le match France-Allemagne, 13 novembre 2015. Vous êtes là avec votre fils et puis un ami aussi. Oui, tout est présent. Ouais. Vous prenez un sandwich au stand avant le match, classique. Et puis finalement, vous êtes retrouvé face à l'un des kamikazes qui se fait exploser. Alors c'est vrai que ce soir-là, c'était un soir où mon fils, pour le vendredi 13, superstitieux, me disait « Papa, j'ai pas envie qu'on se retrouve en dehors du stade, je crois qu'on aura de quoi grignoter à l'intérieur du stade. » Dans ma d'obéissance, d'essayer de penser qu'il faut toujours faire ce rituel avant d'aller voir un match, de se prendre un bon sandwich merguez à la bonne franquette, je pensais que dans ce déroulement, les choses se passeraient comme j'aurais souhaité. J'aurais jamais imaginé que des kamikazes explosent. À cette explosion, quand je récupère mon sandwich, je m'aperçois que, justement, c'est cette séquence qui est difficile. Ça explose. Derrière moi, pas très loin de moi, un chauffeur de bus, Monsieur Diaz, qui est décédé. Moi, le kamikaze explose à 3-5 mètres de moi et je ne meurs pas. Je suis debout. On me dit que j'étais tombé. Je me souviens pas être tombé. Et mon fils dans les toilettes et me disant, j'ai perdu mon fils à cet instant. Parce que quand j'arrive devant la porte, il y a une dame qui était par terre, donc que je soulève, que j'essaie de porter. Je m'aperçois que j'ai pas suffisamment assez de force, en fait. Mais quand je prends cette dame, je la protège de mon corps. La deuxième explosion retentit. Quand elle retentit, c'est état de guerre. Pour moi, c'est concluant, c'est un acte de terroriste, c'est pas autre chose que ça. Et je l'accompagne, cette dame que je confie aux autorités de la police, qui, je rappelle, en intervalle, ont fait un boulot, fonctionnaires de police et ces personnes du SAMU. Vous savez, j'ai toujours respecté la fonction hospitalière. Mais là, je l'ai beaucoup plus respectée. Je me suis rendu compte que la France était forte en matière d'intervention. Ils sont venus sans gilet pare-balles sur les lieux, secours. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Personne ne savait ce qui pouvait se passer. Et le fait que ça arrive de cette manière, je les vois intervenir. Mais même les services de police et de gendarmerie qui étaient présents, j'ai été impressionné du courage dont ils ont fait preuve. Et pour moi, c'était voilà, il y a quelque chose qu'il faut montrer maintenant. Il faut montrer aux Français comment les choses se passent. Quelles sont les séquelles de ce qui s'est passé ce soir-là? Alors ce soir-là, vous êtes en fauteuil. Ouais. Alors c'est ma santé qui se dégrade de plus en plus. Je suis suivi par l'hôpital militaire à Percy, dans lequel je néglige parce que j'ai peur à la fois d'être hospitalisé, j'ai plus envie d'être enfermé. Problème avec l'épaule droite, toujours problème de motricité, un problème à l'œil gauche. La perte de la surdité de l'oreille gauche, donc je veux pas aller jusqu'à l'implant cochléaire, donc je laisse arriver, peut-être que ça peut se redéclencher ou l'oreille reprenne l'écoute, des problèmes au niveau de la marche et réactions au niveau de la motricité des jambes, douleurs de lombaire et puis plein d'autres pathologies. Votre fils n'a rien eu? Mon fils, traumatisé, a tapé au dos cervical, il est suivi aujourd'hui dans un centre des kinés dans lequel ils le suivent très bien et puis ils se rendent bien compte qu'il est en difficulté de sommeil. Beaucoup. Donc les cauchemars reviennent régulièrement. Vous savez, j'arrive sur votre plateau, c'est pas le plateau qui m'a mis la pression, mais j'ai toujours du mal à dormir. C'est dès qu'il y a un simple bruit, des bruits que je n'entendais pas avant, aujourd'hui je les entends. Donc je m'imagine aussi, peut-être dans mon trauma, penser comme je le fais régulièrement, où j'interpelle mon avocat en plein milieu de la nuit, où je l'appelle et je lui dis je suis pas bien, ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai des questions alors que c'est pas mon psychologue, c'est mon avocat, quoi. Et puis je lui parle aussi des questions financières. Et là, je trouve que
tout ça est difficile. Mais je ne suis pas la seule victime dans ce cas. J'ai des échanges avec d'autres victimes. Oui, parce on va y revenir, hein, parce que le combat maintenant, c'est d'être indemnisé notamment, d'être suivi. Où on en est? Parce que l'État a pris des engagements. À l'époque, on a même créé un secrétaire d'État aux victimes. C'était Juliette Méadel qui l'incarnait. Aujourd'hui, ce secrétaire d'État n'existe pas, mais il y a une délégation, c'est ça? Oui, délégation ministérielle pour accompagner les victimes. Ce que je peux vous dire sur ces propos, nous sommes sur les grandes gueules, donc je pense que c'est là où on nous donne l'antenne de pouvoir exprimer, mais je leur exprime. Vous pouvez tout dire ici, dans vous d'autres cas, donc il n'y a aucun sujet. Mais l'État a fait un travail considérable pour nommer un secrétaire d'État, dont Juliette Méadel, qui nous a reçus, dans lesquels j'ai déjà eu des échanges, sur lesquels aussi, avec Juliette Méadel, était à l'écoute et à l'entente des problématiques qu'on rencontrait avec le fonds de garantie, dans certaines résistances. Certaines résistances où je peux comprendre que le fonds de garantie fasse son travail de contrôle, d'accompagnement, mais je ne peux pas accepter que le fonds de garantie soit dans des méthodes d'attente sur les victimes. Il y a des victimes qui ont tout perdu aujourd'hui. Et ces victimes qui ont tout perdu aujourd'hui, j'invite le fonds de garantie à les rencontrer, ces victimes. Mais pas attendre que ces victimes... Elles ne sont pas indemnisées? Elles sont indemnisées, certes, mais vous savez, l'indemnisation, quand l'indemnisation elle arrive, je vous donne le cas qui est le mien aussi, et celui de beaucoup d'autres. Vous faites une indemnisation, déjà vous êtes reconnu tardivement, donc ça c'est difficile. Vous recevez des courriers dont je ne ferai pas de commentaires sur les courriers arrivant, étant envoyés antidatés et arrivant tardivement, et en vous disant oui vous allez être indemnisé parce que vous relevez un certain nombre de choses. Ou on va vous faire passer pour quelqu'un d'agressif et de menaçant, même si les gens oublient que nous souffrons d'un post-traumain, qui est très difficile. Je veux bien leur laisser ma place. Et que Oui, ça vous n'avez pas demandé à être victime de ces attentats. tout à fait. Donc, quelquefois, ces personnes l'oublient. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui dans ce cadre-là, c'est qu'ils accompagnent correctement. Ce qui nous manque, c'est l'accompagnement. Quand on vous verse une provision, cette provision, il faut savoir que la banque, on est déjà à découvert avant d'arriver à la provision. Donc quand ça arrive, c'est absorbé par découvert, parce que la vie s'arrête pas en fait. Et par exemple, vous étiez garde du corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez été garde du corps de président, non? De personnalité politique multiples. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler? Alors, je veux reprendre le travail, on m'accompagne pour le reprendre. J'ai eu quelques discussions avec la ville de Paris et la maire de Paris fait un travail énorme pour accompagner les victimes. Donc dans l'échange, les discussions, Paris Aide aux victimes m'ont beaucoup accompagné, continue de le faire aujourd'hui. Vous pourriez faire quoi? Vous pouvez faire quoi aujourd'hui? Écoutez, je me bats pour essayer de faire soit de la communication, soit essayer de reprendre En tout cas, il faut que je reprenne une activité professionnelle psychologiquement. Et aussi par exemplarité, quand vous êtes père de famille, vous avez des enfants, le modèle de société que vous transmettez à vos enfants qui vous disent, et mon fils qui avait 13 ans à l'époque, quand il a été victime, il disait... Papa, je ne crois plus en la République. Vous imaginez ce que ça peut être pour un père qu'un gamin vous dise à 13 ans, papa, je ne peux plus croire en la République. Donc du coup, vous avez peur qu'il se radicalise. Donc vous faites un travail, mais travail modèle. Parce que le soir des attentats, quand je m'effondre et que je retrouve mon fils, au moment de se retrouver, c'est mon fils qui me tend les bras de cette manière. J'ai promis à ma sœur et à mon frère d'essayer de plus verser de larmes. Mais c'est pas facile. Donc l'émotion remonte toujours au moment où j'ai pas été capable de sauver mon fils et que j'ai protégé ces personnes. Mais votre fils, il est là aujourd'hui. Mais vous voulez, si je comprends bien, être dans la société, travailler. Bien sûr. Mais par exemple, vous avez touché combien du fonds d'indemnisation, vous, par exemple, parce que vous ne travaillez pas depuis plus de 2 ans? Alors, je dirais, j'ai pas touché suffisamment. Je crois qu'il faut que on nous accompagne. Là, je suis dans une phase de déménagement parce que mon domicile n'est pas aménageable. Donc, il faut que je sois dans un domicile. Donc je suis propriétaire d'un nouveau domicile, mais je ne peux pas le payer. Parce qu'il faut que je paye à la fois l'encours de celui que je veux vendre, et de l'autre côté, pouvoir faire des travaux, parce que faire des travaux d'aménagement... fauteuil, forcément, mais derrière, ça demande... Mais si je vous raconte la logistique, les difficultés justement là, où j'interpelle encore une fois le gouvernement aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, je vois bien le travail et les efforts qui sont fournis par le président de la République, d'évoquer lors d'une invitation, d'évoquer les sujets d'accompagnement des victimes de guerre, dont ceux qui sont revenus d'OPEX aussi, les militaires, que je vois à Percy, que je fréquente, dont je sais qu'ils sont aussi dans une difficulté similaire, dans les veuves de guerre aussi, dans les victimes du 48. Donc le président s'est exprimé là-dessus, le Premier ministre l'a fait, on a eu un échange aussi direct, mais je veux qu'il rappelle au fonds de garantie quel est leur boulot. Et que le fonds de garantie, moi j'étais suivi par un monsieur qui était M. Bernard Colomba, qui a tout à fait compris comment tout ça fonctionnait,
et qui vous appellent, qui disent oui ou non, c'est pas grave, mais qui vous appellent, qui prend à tâche, qui vous disent voilà, on va vous rencontrer, on va venir vous voir. Moi, M. Mokono, si vous remarchez, on fait une fête. Voilà, c'est appréciable, c'est motivant, mais quand on vous dit on vous emmène dans le trou, et la seule chose qu'on cherche, c'est de vous mettre en difficulté en vous disant oui, vous êtes victime, mais attention, en même temps que vous soyez victime, faut attendre, patienter, mais personne s'adresse aux banques, personne s'adresse aux... C'est pour nous une difficulté. Vous êtes dans l'administratif, quoi. Voilà, permanent. Avec le côté un peu inhumain. On va parler dans un instant de Jawad Ben Daoud et du procès des attentats, mais sur votre parcours, Joël, Jacques et Maxime. Moi, je vous ai trouvé très digne, notamment à la sortie du procès qui s'est tenu avec Jawad Ben Daoud sur le fait que vous cherchiez, sur le fait que vous cherchiez la vérité et pas forcément qu'on accuse quelqu'un ou enfin à mettre quelqu'un en prison. Donc, je vous ai trouvé très digne malgré les souffrances que vous avez vécues, d'être toujours à la recherche de cette vérité et de pas être dans le ressentiment, Et je voulais revenir sur ce que vous disiez sur l'accompagnement des victimes. Alors, effectivement, il y a un délégué qui est là pour faire l'accompagnement aux victimes, mais je voulais savoir s'il y avait vraiment eu, parce que ce secrétariat à l'aide aux victimes avait l'air d'être important quand même à l'époque où on vivait des attentats répétés. Et est-ce qu'il y a vraiment eu un gap, enfin un trou entre ce que c'était avant, quand il y avait Juliette Méadel, et ce que c'est maintenant? Est-ce que vraiment vous sentez une différence, une perte dans l'accompagnement? Nécessairement oui, un petit peu. On sent la perte, comme je le disais il y a quelques instants. À l'époque de Juliette Méadel, il y avait un échange. Et on sentait la présence du fonds de garantie. Parce qu'il y avait une ministre qui pesait sur le fonds de garantie et sur les administrations. Donc on a eu quelques progressions. Vous savez, je dis toujours, moi, sans taper sur les énarques, parce que j'en ai quelques-uns autour de moi, mais c'est une expression... faut pas avoir fait l'ENA pour se rendre compte que la carte vitale qu'on prend, quand on va s'adresser à une pharmacie ou au médical, que dans cette carte vitale, on prenne des frais. Qu'il faut pas qu'on paye, il faut qu'on soit pris en charge. Mais quand vous avez en face de vous le pharmacien qui vous dit hop, il manque 24 € à payer en complément, vous posez des questions. Donc sur ça, on voit bien la différence aujourd'hui sur la présence. Donc je lui laisse le temps, moi, la déléguée interministérielle, la déléguée ministérielle, je lui laisse le temps d'échanger, de continuer de progresser sur ces sujets. Mais je vois bien que moi j'ai toujours, vous savez, comme en justice, comme en droit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il n'y avait pas de délégué au départ. Hein. C'est une boulette d'avoir nommé personne, puis finalement on a un peu rattrapé le coup en nommant un délégué. Elle est rattachée au Premier ministre. Elle est rattachée au ministère de la Justice. Ah oui. Donc ça a plus de poids quand c'est rattaché au Premier ministre. Mais en même temps, une partie justice. Madame Belloubet peut peser aussi là-dessus si ça bouge pas. Il faut qu'elle pèse. Vous pouvez aller voir Madame Belloubet. Alors, une femme de dialogue. On a rencontré de manière transversale Madame Belloubet, qui est touchée par les actions. Vous savez, je le dis à chaque fois, tant qu'on n'est pas concerné de près, ou on n'a pas une personne qui est concernée de près ou de loin, on met moins d'initiatives. Bien sûr. Alors, Bilal, reste avec nous. On va évoquer le procès de Jawad Ben Daoud, parce que vous avez assisté quasiment à toutes les audiences. C'est un procès hors norme qui a abouti à une relaxe, et ça a un peu surpris les observateurs. À tout de suite sur RMC et numéro 23. Aujourd'hui, le grand oral de Bilal Blai Mokono, rescapé des attentats du 13 novembre. Il était au Stade de France ce soir du drame. Il s'est retrouvé face à face avec un kamikaze qui s'est fait exploser. Il était au match avec son fils. Et puis aujourd'hui, Bilal, il continue de se battre pour lui-même et aussi pour les autres. Et vous étiez, Bilal, au procès de Jawad Ben Daoud. Pourquoi ? Pour comprendre et avoir une réponse à la vérité. Ce que je souhaitais, c'est mon fils aussi. Tout le monde dit que c'est pas le procès du 13 novembre, d'accord, mais il fait partie de ce procès. Parce qu'il faut comprendre d'où est parti le 13 novembre. Alors, il a été relaxé. Il était accusé d'avoir logé les terroristes. Il n'a pas été démontré qu'il savait qu'il s'agissait des terroristes. Vous avez été déçu par cette relaxe ? Vous savez, moi, au début, quand je suis arrivé à ce procès, pour faire court, j'étais venu pour une réponse, pour obtenir une réponse, la vérité. La vérité, c'est, est-ce des terroristes ? Où ils savaient qu'ils ont hébergé des terroristes, ou c'est des imbéciles? Et alors finalement? C'est des imbéciles. C'est un imbécile. C'est un gamin qui, dans les quartiers populaires, malheureusement, on devrait penser à mettre des tuteurs pour ces jeunes. Des tuteurs parce que ce qui peut leur permettre à un moment donné de comprendre dans l'exemplarité le bon exemple. Je dis pas que Jawad n'a pas fait du mal. Je dis pas qu'il n'a pas été un bandit. Je dis pas qu'il n'a pas vendu de cocaïne ou de drogue. Il le reconnaît lui-même. Mais c'était pas la question qui nous était posée.
La question qui a été mise face à la justice, c'est est-ce qu'il savait qu'il hébergeait des terroristes? Mais moi, à cette question, après les jours qui ont passé le procès, après ces questions, j'ai eu ma réponse. Et j'avais besoin de lui poser la question et de le regarder dans les yeux. Et j'ai trouvé le comportement de la justice digne, correct, mené de main de maître par cette présidente dont je retiens l'image de la République. Et quand je vois qu'on pose la question et qu'elle libère la parole, on va très loin. On va tellement loin que Jawad arrive à trouver un espace pour menacer des avocats, je le dis bien très clairement, menacer des avocats, et personne ne dit rien. Et il y a un avocat qui est le mien, et d'autres victimes, qui dit « Mais Madame la Présidente, on ne peut pas accepter et tolérer qu'une personne menace la justice de telle manière. » Et un autre avocat se lève contre ça et dit « On n'a pas besoin d'avocat pour se défendre. » Il faut faire attention à ce qu'on dit. La République, c'est l'exemplarité. Et ces jeunes dans les quartiers ont besoin d'un exemple. Donc Jawad, c'est soit on en faisait un héros, et on a médiatisé énormément autour de lui en pensant que c'était un coupable. On en a fait trop, là, parce qu'il faisait son show, lui. Hein. Bien sûr, c'est lui qui... beaucoup relaté ses propos. Je crois qu'on l'a fait de manière trop succincte, mais on en a beaucoup rajouté autour. Et que Jawad, dans sa position, c'est pas qu'il en a profité. C'est que, comme il est pas marqué par cette force d'intelligence, ben naturellement, il le dit très simplement, quoi. Ah, moi, je tiens à rendre hommage à Mme Prévost-Després. Très souvent, on critique les magistrats, et là, je suis vraiment complètement d'accord avec vous. Ça a été vraiment très bien. Les débats ont été très bien menés, et je trouve que là, qu'ils soient relaxés, je n'hésite pas à dire, c'est normal. Oui, mais il y avait quand même une centaine d'avocats, 500 ou 600 parties civiles, tout ça pour ça, 3 semaines de procès, c'est en correctionnel. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de procès, finalement? Le vrai procès des attentats aura lieu, on ne sait pas quand, il n'y a pas de date. Il n'y a qu'un seul survivant, c'est Salah Abdeslam. Et là, le procès de Jawad, c'était finalement pas grand-chose. Je ne veux pas dire, moi je minimise rien dans ces affaires. Vous savez, d'un élément, ça peut être un élément déclencheur nous permettant de reconstruire. Vous savez, moi je suis pas magistrat. Ça vous faisait du bien d'être à ce procès? Pourquoi? J'avais à la fois cette colère, que j'ai toujours, mais en même temps, quand je me suis adressé à Jawad, quand Jawad m'a interpellé, il m'a interpellé de manière claire. Et quand je lui ai répondu, je lui ai dit de se tenir tranquille. Je lui ai dit de se tenir tranquille parce que c'était indispensable pour Jawad de se rendre compte de la situation qu'il avait créée autour de son imbécilité. Tout le monde a cru que c'était lui qui avait logé, qui faisait partie de l'organisation. Vous pensez qu'il a compris? J'espère pour lui qu'il a compris parce que je ne ferai pas de cadeau. Là, il est libre. Hein. Il est libre. Je lui ai répété à plusieurs reprises, il est libre en droit. Dire qu'en droit, quand on pose la question est-ce qu'il savait, on lui a répondu en droit. Il est libre. Après, il y a une notion morale. Et cette notion morale, je pense qu'il a pris conscience qu'il portait quelque chose de très très lourd. Et une responsabilité qu'il a. Il y aura un procès en appel? En appel, oui. Bien sûr. Vous assisterez au procès? Bien sûr, je retournerai au procès et je répéterai ce que je vous dis depuis le départ. Pour moi, il ne savait pas. Maxime Niedo. Moi, je suis assez évidemment impressionné, hein, si c'est le terme approprié, par votre parcours, par la façon dont vous avez de parler de la France, de la République. Je trouve que c'est rare d'avoir une parole comme ça et les mots qui la qualifient de cette façon. Maintenant, on l'a vu avec Jawad, les termes, parfois un show, un spectacle durant le procès. Et à côté de ça, par exemple, on a le procès de Salah Abdeslam qui se tait totalement, qui se laisse guider en quelque sorte par la voix de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude? Moi, je crois que Salah Abdeslam, je le disais à mon avocat, à Maître Mou, je lui disais, Salah Abdeslam et aux victimes du 48, je leur disais, Salah Abdeslam, je pense qu'en ma présence, il va parler. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer jusqu'où, mais je pense qu'il va parler parce que, je suis de confession musulmane. Je l'assume pleinement, dans une famille de catholiques. Et on a un échange simple. Il faut poser les questions, les bonnes questions à ce type d'individu qui fait souffrir à la fois sa mère, qui a fait souffrir des familles dans les victimes, et qui a été livré à lui-même pendant très longtemps. Je n'excuserai jamais l'attitude de Salah Abdeslam. Et moi, je suis très cru sur mes propos envers lui. Quand on dit en islam, il faut assumer et porter. Il doit se souvenir, Salah Abdeslam, qu'il doit assumer. On est dans un pays laïque, la fraternité nous l'indique, liberté, égalité, fraternité, par notre triptyque républicain. Je crois qu'il a cette responsabilité que de répondre. Et son attitude au silence provoque chez nous une image pointée du doigt. Je vais vous en donner un exemple. Quand on entend un parlementaire dire « Vous êtes d'origine marocaine,
avant de rappeler qu'on est français, c'est compliqué à entendre. Donc ça, on facilite le comportement de ces fanatiques qui aujourd'hui veulent réduire une information silence. Mais il faut aussi se poser la question, s'il ne parle pas, c'est qu'il a peur aussi de représailles derrière lui. Et vous voyez le comportement. Il a été jugé une première fois, là. Bon, il a rien dit en Belgique. Hein. Si, il a dit quelque chose. Il a dit « je serai jugé par la justice d'Allah ». Oui. C'est ce qu'il a dit, il ne faut pas l'oublier. Donc je crois que, avant de dire « je serai jugé par la justice d'Allah », il faut se rappeler que ce qui est écrit et dit dans le Coran, comme dans la Bible, hein, comme dans toutes ces religions, c'est de rendre compte d'abord sur terre. Donc sur terre, il faut qu'il rende compte. Sans faire ici... Mais vous avez envie de vous trouver face à lui lors de ce procès qui aura lieu on ne sait pas quand, peut-être dans 2 ans, 3 ans, pour lui dire quoi précisément? Moi j'ai une même question à lui poser à Salah Abdeslam. Pourquoi elle a fait ce mal? Qu'est-ce qui a provoqué qu'il se radicalise? Qu'est-ce qui a provoqué qu'il tue les siens? Quand je parle des siens, c'est l'humain. Vous savez, on dit, celui qui tue un enfant, tue un vieillard, tue une femme, a tué l'humanité. Donc c'est quoi qui l'anime? Qu'est-ce qui l'a animé pour le faire? Parce qu'aujourd'hui, ceux qu'ils ont blessés, c'est des innocents. Ceux qu'ils ont tués, c'est des innocents. Et qu'il assume. Et c'est ça que je veux lui dire. C'est faut qu'il assume ce qu'il a fait. Qu'il reste en prison 30 ans, 50 ans, 40 ans, faut qu'il assume ce propos. Pour l'instant, il ne le fait pas, il l'assume pas. Il l'assume pas pour l'instant. Vous dites, je suis musulman, l'islam est compatible avec la République française? Pourquoi elle devrait être difficile? Je sais pas, je suis sur votre plateau, j'ai des amis avec lesquels je mange, qui boivent du champagne, qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc. Oui. La difficulté, l'islam se vit en soi. C'est toute ça, cette notion de l'islam qui est une religion tolérante. Il faut arrêter d'en faire une stigmatisation et de ramener l'islam toujours au cœur des sujets de débat. Vous savez, mes fils me disent à chaque fois, papa, ils me voient respecter ma religion. Eux ne prient pas. Mais je les oblige pas à prier. C'est pas ça la ligne. La ligne, c'est j'ai ma conviction, je partage ma conviction avec eux. Et alors pourquoi cet islam est prisonnier finalement par un autre islam qui est un islam revendicatif, politique et parfois radical, intolérant. Comment justement sortir de ce carcan? Vous savez, il faut des exemples. Je disais aux victimes du 48, quand j'ai entendu M. Mendes, un père de famille qui a perdu son boulot, et face à sa fille qui gratte les murs toute la nuit parce qu'elle voit que elle repense encore à ces attentats où on a eu délogé des terroristes. Et je remercie le travail qui a été établi par le RAID parce qu'on ne sait pas ce que portait ces Ben Daoud, donc on a ouvert. Mais l'islam n'a rien à voir avec ces comportements de fanatiques. Les gens se radicalisent. Sans anti-système. Vous savez, si on aurait enfermé Ben Daoud, qui était déjà à l'isolement pendant 27 mois, si on l'enfermait et qu'on ne l'aurait pas laissé en liberté, en droit je parle, et qu'il serait resté en détention, je peux vous garantir qu'il serait radicalisé. Mais pas radicalisé à l'apologie islamophobe. Il serait radicalisé anti-système. Et on crée des anti-systèmes. Et ces anti-systèmes qu'on crée comme ça, on en a plein dans nos sociétés. Dire, quand on dit à un jeune, vous savez, c'est ce qu'il attend, toute la journée, t'es un menteur, il finit par croire que c'est un menteur. Quand on lui dit c'est un agressif, il finit par croire qu'il est agressif. Donc, pour moi, quand je dis au fonds de garantie, que je dis on a besoin que vous nous accompagniez, on a besoin que vous accompagniez ces victimes de Nice, ces victimes de Paris, et qu'ils ne soient pas dans la démarche, par leur directeur, de toujours dire que dès qu'on va dire un mot plus long que l'autre, ah, vous êtes agressif, vous êtes menaçant. On n'est pas menaçant. On traverse quelque chose qui est quand même délicat et compliqué. Je voulais savoir si alors vous êtes parti chercher la vérité donc, à ce procès, même si Jawad n'a pas été condamné, il y a eu quand même des condamnations sur d'autres protagonistes. Et qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que vous avez quand même appris quelque chose de ce procès et des choses qui ont peut-être pu vous apaiser ou pas? Je vous le dis, ça n'apaise pas la douleur. La douleur, elle est là. Les gens disent faut vivre avec. Quelle grande expression. Je vous laisse vivre avec. Quand des ministres ou des hommes politiques ou des chefs d'entreprise vous disent ah non mais ça va aller, il faut vivre avec. Monsieur, je vous le donne, pas de problème. Par contre, je peux vous dire qu'on peut pas vivre avec. C'est certain. Certain que ça va nous hanter tout au long de notre vie. Par contre, juste un petit mot. Par contre, quand vous me posez la question, ce que j'ai retiré de la leçon, ce que je retire de la leçon, c'est que j'avais pas tort. En regardant ce procès. Pour moi, il y a le droit et la morale. La morale, j'ai mal. dont 2 autres sont derrière le box. Mais ma raison, ma responsabilité, c'est de ne pas mettre un innocent en prison.
Donc si ce Jawad Ben Daoud ne savait pas, mais il ne savait pas. Maintenant, traquez-le pour la cocaïne, traquez-le d'avoir fait du mal aux victimes du 48, mais faut pas l'oublier ça. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer, le fait qu'on hésite à rapatrier des hommes ou des femmes partis en Syrie, qui ont conchié littéralement toutes les règles de la République, qui ont bafoué toutes nos valeurs, qu'on puisse éventuellement les rapatrier ici en France, alors qu'on a pour l'instant des méthodes de radicalisation qui restent à prouver? Moi, ces jeunes individus qui partent en Syrie, qui prennent la décision de partir en Syrie parce qu'ils ont écouté ou se sont rapprochés de cette apologie du terrorisme, pour moi, ils prennent leur responsabilité. Quand ils partent, ils savent pourquoi ils partent. C'est un voyage sans retour? Pour moi, oui, nécessairement. C'est-à-dire, quand on part se battre, prendre des armes et se battre, mener une guerre en pensant qu'on détient la vérité, c'est une erreur. Mais par ailleurs, il faut quand même, me semble-t-il, que nous donnons aussi une exemplarité à ces populations. On parlait de Molenbeek, mais il ne faut pas oublier que Lunel, nos quartiers à Marseille, nos quartiers à Paris, Argenteuil, Cergy-Pontoise, Sarcelles, Garges-les-Gonesse, tous ces quartiers sont minés. Donc ce sont des Molenbeek. Il y a des Molenbeek en France? Mais heureusement. Lunel a été prouvé, il y a eu un heureusement, excellent livre. Lunel a été prouvé, mais le bout de chemin aussi. Donc il ne faut pas oublier que là où la République déserte, s'insèrent les radicalisés. Ouais, et encore, c'est pas si simple, parce qu'il y a aussi des jeunes qui se sont radicalisés, qui étaient issus de la classe moyenne, qui grandissaient pas forcément dans les quartiers difficiles, qui étaient d'ailleurs certains pas musulmans au départ, qui se sont convertis. L'explication, elle est pas unique, elle est pas si simple que ça en fait. C'est pas qu'elle est unique, elle est multiple. Mais on regarde, vous savez, quand on vous pointe le doigt sur une personne, on l'a fait avec Jawad. Jawad, on l'a pointé du doigt, et puis on a dit c'est lui la victime, c'est lui le coupable, l'accusé, c'est lui, et tout le monde a été à fond sur Jawad. Bon, après, il a fait ce qu'il faut pour aussi, sur les médias, etc. Il s'est montré sur les médias, mais je suis complètement d'accord, mais ça n'empêche pas que nous soyons plus regardants. Jacques, tu voulais poser une question? Non, pas. Non, mais il a posé à peu près la même, c'est pour ça. Oui, tout à l'heure, c'était le cas. Non, mais autant pour moi, je te la laisse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous, parce que vous ne pouvez pas non plus continuer votre vie uniquement dans l'idée qu'il y aura ce procès, il aura lieu bien sûr dans 2-3 ans, il faut vous reconstruire aussi personnellement, vous ne pouvez pas être peut-être le rescapé toute votre vie, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi je crois qu'il est temps aujourd'hui pour moi de faire des passages dans les lycées, dans les collèges, d'aller m'adresser à ces jeunes, d'être invité déjà. Et leur dire quoi alors? Et leur dire l'exemple qu'on est quand on est musulman. Vous savez, tout le monde oublie cette séquence, mais l'attentat de Charlie Hebdo n'a réuni dans la rue que des blancs. Pour être cru, être clair. Pas les milieux populaires. Je crois que les milieux populaires doivent être associés à ça. Et quand on entendait dans les collèges, et tout le monde l'a oublié, dans les collèges, des gamins dire « moi je ne suis pas Charlie ». Ou des situations où on disait « moi je suis Mohamed ». Mais pas Charlie. Mon fils l'a vécu aussi ça au collège. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir des exemples pour ces jeunes, pour ces gamins. Et je dis pas être parfait, je dis pas être bon sur tous les sujets, je dis pas ne pas avoir fait d'erreur. Par contre, je retiens une chose, je retiens que j'aime mon pays. J'y suis intégré parce que je suis né à l'étranger, je suis né au Congo-Brazzaville, mais en même temps, quand on est père de famille, qu'on s'est construit comme ça et qu'on a des enfants du métissage qui sont plutôt blancs que noirs, on a ce devoir de responsabilité qui est l'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est de dire, comme je le dis à mes enfants, notre seule appartenance, c'est celui de l'humanité. Merci d'être venu ici. Merci à vous. Et puis, longue vie à vous pour la suite. Merci d'être venu. Et vous allez rester avec nous d'ailleurs pour assister au GG et vous. Dans un instant, nous serons avec Hervé qui nous appelle du Rhône et qui voudrait interpeller Joël à propos de nos médailles et de nos médaillés olympiques. À tout de suite.